Et je vais appeler Paul Chambon de la société Teria, qui est directeur technique chez Teria, à venir nous rejoindre pour justement nous expliquer le fonctionnement du système de correction RTK et du réseau NRTK. On a vu qu'il y avait une certaine complémentarité, des atouts, des limites, et donc j'imagine que vous, de votre côté aussi, vous allez nous expliquer comment vos technologies permettent d'avoir une précision de l'ordre du centimètre. Une société qui a été créée, je crois, en 2005 et qui s'ouvre largement au métier de l'agriculture. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je travaille pour le réseau Teria. Donc, je suis arrivé dans l'entreprise en 2008. Aujourd'hui, je suis directeur technique. Et donc, je vais présenter un peu ce qu'on peut proposer en termes de services. Donc, un peu comme proposé Romain ou d'autres sociétés. On est vraiment sur le service de correction. Donc, on apporte des corrections à l'utilisateur final ou à travers un distributeur à l'utilisateur final. Donc, le réseau Teria, donc rapidement, une petite historique du GNSS de manière générale. Donc, on a déjà vu des petites choses, mais là je vais essayer de parler de l'historique du positionnement précis. Donc le GNSS, on se positionne à partir de différents satellites, donc historiquement le GPS, aujourd'hui bien plus que le GPS comme vous avez pu le voir, et donc on utilise les orbites des satellites avec les informations émises par ces satellites-là pour se positionner. Donc les informations que vous avez pu voir tout à l'heure, donc il y a les informations de code et des informations de phase. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur la mesure de code, on arrive à avoir des précisions qui sont autour de 50 cm. Donc par exemple, EGNOS reste sur de la mesure de code. Et derrière, si on descend en dessous sur des précisions centimétriques, il faut passer sur la mesure de phase. Et c'est ce que disait Thierry Chapuis ce matin, là l'antenne devient primordiale. C'est-à-dire que dès qu'on vous parle de mesure de phase, on a besoin d'une antenne GNSS qui est de très bonne qualité, qui permet de ne pas avoir de bruit sur la mesure de phase. Donc la mesure de phase, c'est ce qui va nous intéresser à partir du moment où on parle de précision centimétrique. Donc au niveau de l'historique du réseau Teria, donc la société a été créée en 2005 et depuis 2005, donc, il y a plusieurs étapes importantes qui se sont déroulées. Donc le service a été déployé à partir de 2007 pour être 100% opérationnel en métropole en 2010. En GPS GLONASS. Derrière, on a été certifié, donc on est certifié ISO 9001 et 14001 maintenant, et prochainement on sera 27001 également. Donc c'est la norme 9001, c'est la norme qualité, 14001 la norme environnementale, et 27001 ça sera la norme sécurité de l'information. Et derrière ça, donc les développements ont continué également. Donc aujourd'hui, on est déployé sur différents départements d'outre-mer, et prochainement également, donc pour finir les déploiements sur les Antilles et la Guyane cette année. Et on est en train de se développer du coup à l'échelle européenne. Donc on n'est plus uniquement sur le marché français, mais un peu au-delà. Donc aujourd'hui sur l'Europe. Mais ça, on va le voir par la suite. Donc historiquement, le positionnement précis, il se faisait en post-traitement. C'est-à-dire qu'on positionnait un récepteur avec son antenne GNSS sur un point qu'on souhaitait mesurer. Et parallèlement, on positionnait un autre récepteur GNSS qui était positionné sur un point connu, et on faisait les enregistrements pendant plusieurs heures, et en comparant les mesures des deux récepteurs GNSS a posteriori via un logiciel de post-traitement, on était capable de calculer comme ça des coordonnées très précises. Ça veut dire que ces mesures précises, historiquement dans les années 80-90, on avait un point précis, et il nous fallait plusieurs heures juste pour avoir une coordonnée d'un point. Donc c'était quand même relativement long. Ensuite, on a eu l'idée c'est pas nous, c'est les constructeurs ont eu l'idée au lieu de faire du post-traitement, de mettre en lien en temps réel ces informations-là entre la base et le mobile via un système radio dans un premier temps. Donc les données brutes de la station de référence étaient envoyées à la station qui réceptionnait ces signaux-là, donc le mobile, et en réceptionnant les données brutes par différence, on était capable du coup de se positionner de manière très précise en temps réel. Derrière, donc quand sont apparus les systèmes en temps réel, on a eu l'idée de faire des réseaux, c'est-à-dire que l'utilisateur n'utilise pas une seule base, mais que les bases sont mutualisées dans un ensemble de réseaux pour fournir un seul service à l'utilisateur final, et ainsi l'utilisateur n'a plus qu'à se connecter à un opérateur de service pour réceptionner les corrections. Donc il n'a plus besoin d'installer son propre matériel à proximité de sa zone de travail. Donc pour ça, par exemple, le réseau Teria a été déployé. Parallèlement à ça, il y a eu d'autres services qui sont développés, donc notamment les services PPP, donc ce dont vous avez parlé Romain Legros juste avant, donc qui consiste à mettre en place non pas les réseaux locaux, mais les réseaux mondiaux pour calculer uniquement les erreurs liées aux satellites. Donc c'est-à-dire les erreurs d'orbite, les erreurs d'horloge et les erreurs de biais interfréquences et satellitaires. Donc ces services-là se sont déployés notamment aussi à travers d'organismes internationaux tels que l'IGS. Et au niveau du réseau Teria, donc on a également migré vers ce type de technologie via la technologie PPP-RTK, donc qui consiste à également du coup utiliser l'infrastructure dense que nous avons en France et que nous allons avoir en Europe pour avoir des informations très précises de ionosphère et troposphère et intégrer ça en plus sur des informations précises de orbite, horloge et biais pour arriver du coup à des temps de convergence très rapides.
Donc, comme vous avez pu le voir précédemment, donc, il y a beaucoup de fréquences qui sont émises par les différentes constellations. Donc, en GPS, aujourd'hui, nous sommes sur ces 3 fréquences-là, sachant que la fréquence L5, il y a très peu de satellites aujourd'hui qui émettent sur cette fréquence-là, du fait que la nouvelle génération de constellations GPS est en cours de déploiement, et le premier satellite a été uniquement lancé l'an dernier. Au niveau de la constellation russe GLONASS, donc aujourd'hui on est sur ces 2 bandes de fréquences-là. À terme, il y aura également une 3e fréquence qui sera déployée. Galileo est trifréquence d'origine, donc on travaille déjà sur ces 3 fréquences-là. Et la constellation Beidou, donc la constellation chinoise, est en cours d'évolution vers la constellation Beidou 3. On peut voir que c'est très similaire aux fréquences de la constellation Galileo. Donc historiquement, pour avoir du positionnement précis, on utilisait 2 fréquences. Donc les 2 fréquences historiques L1, L2, donc pareil sur le GPS et sur GLONASS. Aujourd'hui, on est capable de se travailler sur 3 fréquences, ce qui permet du coup d'augmenter l'intégrité et d'améliorer le temps de convergence encore pour l'utilisateur final. Donc techniquement, les premiers réseaux qui ont été déployés, c'était des réseaux de type RTK, c'est-à-dire que chaque base était référencée localement et émettait uniquement des données brutes de sa propre station. Donc l'utilisateur se connectait à un réseau type RTK et recevait des corrections en fonction de la station la plus proche, mais forcément, plus il s'éloignait de cette station-là, moins il était précis. Donc l'objectif après des réseaux, c'était de se déployer en formant un maillage complet, suffisamment dense et également utilisant un logiciel de calcul de réseau pour derrière fournir un service global sur l'ensemble de la zone de couverture. Donc là, on peut voir que l'utilisateur peut se situer n'importe où dans la zone de couverture et pourra travailler avec une précision centimétrique instantanément. Donc quand je dis instantanément, c'est 10 secondes aujourd'hui, le temps de convergence. Et donc là, on a une couverture régionale pour l'utilisateur final en mode NRTK. Donc généralement, le mode NRTK le plus utilisé aujourd'hui, c'est le mode VRS. Donc c'est déployé par Trimble historiquement, donc c'est eux qui ont créé ce système-là. Donc VRS, c'est Virtual Reference Station. Et en fait, l'utilisateur, au lieu de se connecter à une station physique, il va se connecter à une station virtuelle qui est créée sur le serveur. Et du coup, par exemple, l'utilisateur se travaille dans ce secteur géographique ici. On va créer une station virtuelle à proximité de la position de l'utilisateur pour qu'il puisse travailler en mode RTK. Les réseaux PPP dont vous parlait tout à l'heure Romain Legros, donc il faut un réseau mondial, donc type IJS par exemple ou Regina, pour pouvoir calculer de manière très précise les différentes erreurs de tous les satellites, car il faut observer simultanément par plusieurs stations le même satellite à plusieurs endroits du globe. Donc en PPP, le temps de convergence classique, donc on peut le voir sur ce graphique-là en minutes, c'est ce que disait Romain Legros tout à l'heure, c'est entre 20 à 30 minutes aujourd'hui si on n'utilise que les informations d'orbite et d'horloge avec les biais. Nous, aujourd'hui, on travaille sur une technologie qui est un peu hybride, c'est-à-dire qui consiste à augmenter ce PPP avec des informations d'ionosphère et troposphère très précises. Donc voici ici les pays qui sont couverts par ce service-là, et qui du coup permet d'avoir un temps de convergence très rapide, équivalent au temps de convergence RTK. Donc aujourd'hui, le NRTK, c'est 10 secondes pour converger. Nous, aujourd'hui, en PPP RTK, c'est 40 secondes pour converger. Pour le premier fixe, je parle. Donc les erreurs qui sont corrigées, que ce soit du NRTK ou du PPP RTK, ce sont les erreurs d'orbite et d'horloge des satellites, les biais, la ionosphère et la troposphère. Dans un cas, quand on travaille en NRTK, les erreurs sont toutes individualisées sur la station virtuelle qui est créée par le serveur. Donc là, forcément, au niveau NRTK, plus l'utilisateur, plus il nous faut de capacité pour calculer les corrections. Et en PPP RTK, toutes ces erreurs-là sont décomposées de manière individuelle et transmises à l'ensemble des utilisateurs. Et donc dans ce cas-là, on a le même flux de données qui est transmis, quel que soit le nombre d'utilisateurs connectés au serveur. Donc en termes de performance, derrière, donc sur le NRTK, voilà ce qu'on peut avoir sur des performances sur 24 heures, donc en zone dégagée. Alors, je ne sais pas si vous arrivez tous à bien lire, mais voilà les écarts types, donc 66% de mesures sont à 7 mm et 4 mm en planimétrie sur une station de référence. Et en altimétrie, on est autour de 1 cm 3. Donc voilà les performances qu'on peut obtenir en mode NRTK. Le NRTK, donc, il nécessite d'être connecté à Internet pour se connecter au serveur. Donc aujourd'hui, le moyen le plus simple de se connecter à Internet, c'est soit via le réseau téléphonique, donc via une carte SIM, donc par exemple nous proposons des cartes multi-opérateurs qui fonctionnent sur l'ensemble des réseaux européens, soit via des modems satellitaires, donc qui consistent à avoir Internet à travers un modem satellite. Le PPP-RTK, comme on précisait tout à l'heure, c'est une technologie qui permet d'être broadcastée. Donc en fait, peu importe où se situe l'utilisateur, c'est la même information qui est diffusée. Et donc dans ce cas-là, on n'a plus besoin d'avoir un flux bidirectionnel entre l'utilisateur et le serveur. Donc ce qui nous permet du coup derrière, on va le voir, de pouvoir diffuser ces corrections par exemple par satellite. Mais en termes de performance, sur le PPP-RTK, on arrive quasiment à la même chose, ou même on arrive à aussi bien que le NRTK, puisqu'on voit que la déviation standard se compte en millimètres dans les 3 dimensions.
et qu'on va avoir en RMS, donc comparer les coordonnées comparées aux coordonnées réelles, qui est également centimétrique. Donc la déviation standard, c'est les écarts par rapport aux coordonnées moyennes, et le RMS, c'est les écarts par rapport aux coordonnées réelles de la position de l'antenne. En termes de temps de convergence, donc ça se voit pas trop, mais en fait c'est un récepteur qui redémarre toutes les 10 minutes, et on voit que tout ce qui est en vert, c'est les positions RTK fixes, et donc le time to first fix en mode RTK est de 40 secondes RMS, donc très très bon. Et là, en termes de couverture, du coup, on peut passer soit par le réseau téléphonique, soit directement être connecté par satellite, ce qui permet du coup de couvrir également les zones non couvertes par le réseau téléphonique via le broadcast d'informations. Donc ça, c'est la couverture en vert de l'ensemble du satellite géostationnaire que nous utilisons. Aujourd'hui, notre service ne couvre pas toutes ces zones-là. Aujourd'hui, notre service ne couvre que les secteurs où nous avons des stations avec un réseau dense, donc en France métropolitaine pour les stations propriétaires et sur les autres pays européens pour des stations partenaires, donc Espagne, Portugal, Benelux, Allemagne, Autriche et Italie. Donc qui est-ce qui est utilisateur de ce type de service aujourd'hui? Donc bon, aujourd'hui le thème c'est l'agriculture, donc très clairement nous avons les agriculteurs qui utilisent ce type de service. Aujourd'hui, on va dire les principaux utilisateurs de ce service-là, c'est quand même des tracteurs qui sont guidés de manière autonome, donc via de l'autoguidage. Mais on voit de plus en plus de nouvelles technologies qui apparaissent, notamment avec de la robotique agricole. Donc très clairement, je pense que dans l'avenir, ce ne sont plus des tracteurs qui vont faire le travail, mais ce sont des robots agricoles. Donc on va de plus en plus vers l'automatisation et la mécanisation des travaux, notamment pour limiter l'utilisation d'entrants dans les sols. Nous avons tout ce qui est le référencement et la mesure des données terrestres, donc soit pour les relevés de topographie ou de foncier, comme on peut le voir ici, soit pour tout ce qui est réseau. Donc aujourd'hui, il y a une obligation par exemple de référencer tous les réseaux enterrés, donc c'est des gros travaux qui sont à faire, et tout ce qui est travaux publics derrière. On a également tout ce qui est Smart City, donc aujourd'hui on parle beaucoup de véhicules autonomes. Donc en termes de véhicules autonomes, aujourd'hui nous avons beaucoup de véhicules qui travaillent en France sur ce type de service, et donc la géolocalisation de précision est une nécessité pour les véhicules autonomes d'aujourd'hui. Mais ça va un peu au-delà de ça, dans le sens où on a aussi des applications qui se développent sur smartphone pour des applications de tourisme, mais également d'aide aux personnes handicapées, par exemple des personnes malvoyantes. La précision inframétrique est nécessaire pour garantir à l'utilisateur qu'il est bien positionné sur le trottoir et qu'il ne marche pas, par exemple, sur une rue ou sur une route. Les applications vont bien au-delà de tout ça, donc on a tout ce qui est localisation également ferroviaire, les drones, donc que ce soit militaires ou drones civils, et tout ce qui est aéronautique, donc c'est un peu ce qu'on parlait ce matin avec EGNOS. L'aéronautique est un énorme utilisateur du monde GNSS. Et après, on a tout ce qui est application de manière très générale, donc que ce soit les sports, donc de manière sportive. L'avantage du GNSS, c'est que notamment dans le mode maritime, permet d'avoir un positionnement très précis. Donc par exemple, quand vous voyez des lignes d'arrivée virtuelles dans les courses de voile, le GNSS répond tout à fait à cette problématique-là, puisqu'on peut savoir exactement qui va passer la ligne en premier avec une précision très grande. Les courses équestres, et après derrière tout ce qui peut être suivi d'événements ou suivi de mammifères marins, par exemple, avec la pose de balises GNSS. Donc voilà en gros toutes les applications qu'on peut avoir avec le GNSS et comment obtenir la précision via différents services, sachant qu'aujourd'hui donc le RTK, NRTK est en train de basculer vers la technologie PPP, PPP-RTK, dans le sens où on est plus dépendant du nombre d'utilisateurs pour fournir la correction. Et donc aujourd'hui, avec un flux de 2,4 kilobits par seconde, on est capable de fournir un service de correction sur l'ensemble de l'Europe qui permet d'avoir des précisions centimétriques. Donc très clairement, l'avenir va dans ce sens-là. Donc si je comprends bien, en fait, les technologies que vous présentez, elles sont moins concurrentes que complémentaires l'une de l'autre? Ou est-ce que j'ai mal compris votre propos à tous les deux? Alors, au départ, elles sont complètement différentes, dans le sens où le PPP répondait à un besoin qui permet de broadcaster l'information. À terme, elles sont l'une est dépendante de l'autre. C'est-à-dire que pour faire du PPP-RTK, il faut du PPP, mais il faut aussi un réseau dense. Nous, aujourd'hui, on n'a pas le réseau mondial, on a le réseau dense. Et on va dire, je pense que Geoflex, c'est le contraire. Ils ont le réseau mondial, ils n'ont pas le réseau dense. Mais c'est deux services différents qui sont en train de se combiner pour ne fournir qu'un seul service à l'arrivée. Et donc, il y a deux manières de... Je vais mettre dans le bon sens. Il y a deux manières de faire du PPP-RTK, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la manière locale, en s'appuyant sur un réseau dense d'infrastructures pour pouvoir modéliser en temps réel l'atmosphère. Et puis, il y a le global PPP-RTK, où là, on s'en sort par la multiplicité des signaux et des bandes de fréquences, au moins 3, pour pouvoir réduire très rapidement l'erreur ionosphérique.
et arriver à des convergences, à annihiler quasiment toute convergence. Donc il y a deux approches avec deux stratégies différentes qui permettent de faire. Et peut-être Thierry, est-ce que vous, par rapport à la présentation de ce matin, vous pouvez nous éclairer sur les atouts et les contraintes ou les limites respectives de chacune des solutions? Question piège. De toute façon, déjà, avant de choisir une solution, il faut bien être clair sur son besoin. Donc, déjà, on en a parlé, des besoins de précision. Est-ce que c'est le centimètre? Est-ce que c'est 10 cm? Est-ce que c'est 20 cm? C'est déjà très très important. Aujourd'hui, en termes de précision ultime, la technologie NRTK est la technologie la plus précise, si vous voulez la précision ultime, ça c'est clair. Il y a les problèmes de disponibilité. Et là, la disponibilité, elle est quand même liée à votre environnement. Donc, et en particulier au risque d'avoir des signaux qui sont perturbés au moment de la réception. Et puis, donc, et après, aujourd'hui, effectivement, l'intérêt de la technologie PPP, c'est qu'on a des technologies qui sont globales. Donc, on n'est plus lié à raisonner en relatif par rapport à des réseaux de stations. Et le gros intérêt aussi, c'est qu'on a un système qui est indépendant du nom d'utilisateur. Ça avait été mentionné tout à l'heure sur le GNSS. On était en mode diffusion. Là, on retrouve un mode diffusion, et ça, c'est fondamental. Donc, pour des applications de masse, il est évident que ça présente un gros intérêt. Donc, c'est je dirais des technologies qui se ressemblent. Effectivement, la troisième fréquence aujourd'hui est importante par rapport à l'aspect convergence, puisqu'aujourd'hui, le point faible de la technologie PPP, c'était quand même son temps de convergence qui pouvait être gênant pour certaines applications. Là aussi, ça dépend de l'application. Et donc, l'arrivée de la troisième fréquence permettra d'améliorer les performances. Donc, et après, chacun présente sa solution, et puis c'est l'utilisateur qui choisira. Merci beaucoup. Il y avait pas mal de questions, mais malheureusement, je vous propose que vous y répondiez pendant le déjeuner, parce que vous restez pour le déjeuner. Parfait. Et il me reste à vous remercier. Et puis passer la parole à...